Voilà, bonjour à vous tous, je me présente, je m'appelle Marc Isaïe. Il m'est arrivé de faire un peu de musique dans ma vie avec un groupe qui s'appelle Machiavel. Et il m'est arrivé aussi de faire un peu de radio. Pendant longtemps, depuis exactement 1982. Je suis retraité depuis exactement 22 jours. Et je vous avoue que je n'ai pas encore franchement vu la différence. Puisque j'ai la chance, et c'est très gratifiant pour moi, d'avoir eu le patron de la RTBF, Jean-Paul Philippot, qui m'a clairement demandé de poursuivre. Il m'a invité à déjeuner, il m'a dit « on ne veut pas que tu partes ». Bon, je dis bon, ok, on va trouver un arrangement. On a trouvé un arrangement, évidemment. Et c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir continuer à faire mes émissions de radio, tout en étant complètement débarrassé de tout ce qui est exécutif, c'est-à-dire le management, les responsabilités, les budgets, les réunions, les PowerPoints, enfin bon, les objectifs, etc. Toutes ces choses que j'ai fait avec beaucoup de plaisir pendant 18 ans où j'étais manager, puisque vous savez, Classique 21, c'est moi qui l'ai créé au sein de la RTBF. Mais voilà, c'est fini, je suis retraité, je n'ai plus rien à voir avec la boîte et c'est très bien comme ça parce que d'autres vont prendre le relais. J'ai mis en place, je pense, une bonne équipe qui va pouvoir assumer ça. Ce soir, on m'a demandé, c'est un exercice un peu particulier parce que je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas le premier lecteur du monde. Hein. Je suis un bibliothécaire amateur, enfin, j'espère au sens noble du terme ce soir. Mais j'ai choisi quelques livres et vous savez, je suis quelqu'un qui peut être extrêmement pointu. Compliqué, pointilleux même pour l'histoire de la musique. Par contre, pour ce qui est des livres et du cinéma, il n'y a pas plus grand public et blockbuster que moi. Hein. Donc les derniers livres que j'ai lus, ce sont 2 livres qui m'ont été inspirés parce que j'avais vu le film. Il y a d'une part Da Vinci Code. J'ai vu le film, j'ai adoré, mais alors quand j'ai lu le livre, là je me suis vraiment explosé complètement. Ce bouquin est absolument fabuleux. Et puis l'autre, j'ai beaucoup aimé le film aussi, qui m'avait convaincu, c'est Le Silence des agneaux, que j'adore. Pourtant, c'est pas vraiment joyeux comme histoire. Mais alors, encore une fois, le livre m'a complètement bouleversé au-delà du film. Et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, tous. Je pense que souvent, le livre est de loin supérieur au film. Voilà. Et j'ai eu la chance de commencer dans le bon ordre, parce qu'on m'a dit non, il faut toujours voir le film et lire le livre après. Parce que quand on commence par le livre, on ne peut être que déçu avec le film. Bon, si vous avez tous vu Da Vinci Code, on va passer à autre chose. Hein. Je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dedans, mais ce qui m'a fasciné, en 2 mots, j'ai toujours beaucoup aimé l'ésotérisme, et ce qui m'a fasciné, c'est ce mélange absolument incroyable qu'a eu l'auteur, Dan Brown, d'abord de faire une intrigue qui n'en finit pas, parce que même à la dernière page, on n'est pas certain d'avoir tout compris et d'avoir trouvé la solution. On mélange habilement, je trouve, tous les symboles auxquels nous sommes habitués, que ce soit la religion catholique, avec la Kabbale, avec la franc-maçonnerie, évidemment. Et j'ai trouvé que c'était très, très intéressant la manière dont il avait mélangé tout cela. Très intelligemment, sur fond d'une énigme incroyable, avec un peu une histoire d'amour aussi. Enfin bon, je vous dis, il y avait absolument tout, à mon sens. Et alors, par contre, l'autre, avant de passer à des livres qui sont un peu plus dans ma sphère de compétences, Le Silence des agneaux, ça a été pour moi une claque gigantesque, parce que j'ai trouvé que le film était absolument, comme la plupart des gens, remarquable. Et je ne suis pas un expert du cinéma. Moi, je vais 2 ou 3 fois par an au cinéma, donc franchement, on ne peut pas dire que je sois vraiment cinéphile. Mais sincèrement, ce film-là m'a complètement bluffé. Et alors le livre, là, que dire ? On est embarqué là-dedans et on n'en sort pas. Ce livre est extraordinaire parce que il y a plusieurs moments dans le livre où moi, personnellement, j'ai été absolument terrifié. Tout est décrit avec une minutie, un souci du détail que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que au sortir de ce livre, on n'est plus vraiment pareil. L'auteur a voulu parler de cette incroyable façon que nous, les humains, nous avons d'être le reflet de diverses personnalités. Ça démontre à quel point nous sommes tous, nous, complètement ambigus, pas complètement bons jamais, ni complètement mauvais, jamais, j'espère, mais qu'il y a une espèce de flou où nous naviguons tous entre ce qui est bien, ce qui est mal, avec des gens qui font ce qui est bien jusqu'au bout et d'autres qui font ce qui est mal jusqu'au bout. Mais quand on voit Hannibal Lecter, pour parler de lui,
ça pourrait être le mal absolu. Or, à la sortie du livre, j'ai pas eu cette impression-là, même si j'ai eu très très peur. Je l'ai trouvé attachant quelque part, ce tueur en série qui va vous connaissez l'histoire, hein, qui va divulguer par petites touches. C'est un véritable puzzle qu'il reconstitue par petites touches comme ça, tout en jouant avec la police, les institutions, puisqu'il sait que de toute façon, il sera condamné, il ne sortira plus. Donc c'est aussi extrêmement intelligent de la part de l'auteur. Voilà. Je ne sais pas si je suis capable d'en parler plus que ça, parce que je n'ai jamais fait ça. C'est la première fois de ma vie que je parle de livres. Que j'ai lus, hein, quand même. Il y en a qui sont très forts pour parler des bouquins qu'ils n'ont pas lus, mais je me suis dit, je ne vais pas aller jusque-là. Mais donc voilà, ce sont deux blockbusters. Et puis là, je vais vous parler de peut-être d'autres choses. Il y a un petit livre ici que j'aime beaucoup, que j'ai apporté, que j'ai découvert il y a un mois. Voilà. Enfin, je le mets là. C'est un livre qui a été écrit par une dame qui s'appelle Claire Allard. Et elle a eu cette idée formidable de mettre en lumière les hommes de l'ombre. Et c'est très très rare. Alors, dans le show business, dans le monde du rock, dans ce show business, comme on appelle ça, les stars sont toujours mises en avant, très très fort, et c'est tant mieux. Mais les gens, je pense, le public peut-être ne se rend pas compte du boulot qu'il y a derrière ça, et qui est réalisé par des hommes de l'ombre, principalement pendant les concerts. Avant les concerts et après les concerts. Alors, les petits concerts, il y a des petits concerts, il faut quand même qu'il y ait un technicien de son et un technicien de lumière. Il faut qu'il y ait une ou deux personnes qui aident à monter le matériel. Et puis, il faut toujours qu'il y ait une ou deux personnes qui font que les choses se passent, que le groupe soit accueilli. Et ça fait 10 personnes au maximum. Vous prenez les Rolling Stones, ils sont 480 à travailler sur un concert. Ce sont des dizaines et des dizaines de semi-remorques. Il faut une semaine pour monter la scène. Une semaine. Une semaine pour la démonter. Et c'est d'ailleurs des productions qui sont tellement gigantesques que pour les Stones notamment, eh bien, il y a 3 scènes en Europe qui tournent en même temps. Sinon, il devrait y avoir 15 jours entre chaque concert, ce qui n'est évidemment pas rentable ni possible. Donc ils ont 3 fois le matériel, 3 fois les équipes, 3 fois les scènes. Bon, alors je suis passé d'un extrême à l'autre. En général, c'est une centaine de personnes sur un concert moyen à Forêt Nationale, par exemple. Et alors, elle rend hommage, évidemment, à tous ces métiers qu'on connaît mal, les éclairagistes. Alors, il y a l'éclairagiste. C'est passionnant, le boulot d'éclairagiste, il éclaire. Mais il y a aussi ceux qui vont accrocher les spots. Pas le même. C'est des gars qui sont des stagehands, des spécialisés, qui risquent leur vie parfois à monter à 15 ou 20 mètres de haut pour installer tout ça. Les preneurs de son. Alors, il y a le son en façade. Donc ça, c'est le gars qui est dans la salle qui mixe. Personne ne sait jamais qui c'est, même si on le voit. Et puis il y a la même chose pour le groupe, mais sur scène. C'est-à-dire que sur scène, les groupes ou les artistes n'entendent pas la même chose que le public. Il y a une deuxième sono qui doit aller plus fort que la sono qui est devant, sinon on ne s'entend pas. Et donc c'est très compliqué. C'est pour ça que plein de musiciens, dont votre serviteur d'ailleurs en partie, sont devenus sourds, parce qu'on a écouté beaucoup de choses beaucoup trop fort. Et depuis quelques années, heureusement, on a inventé ce qu'on appelle les ears. Donc, oui, ce sont des petits appareils qu'on met dans l'oreille. Et c'est le musicien lui-même ou l'artiste qui règle le niveau. Donc ce sont des métiers de l'ombre, des métiers obscurs. Et alors j'aime bien parce qu'elle va jusqu'à détailler la différence qu'il y a entre un roadie, vous connaissez tous le mot roadie, et un stagehand. Voilà. Alors le roadie, c'est celui qui est chargé de s'occuper du matériel de l'artiste. Ça, c'est un roadie qui est avec lui sur la route, qui l'accompagne, qui le monte, qui le démonte. Et le stagehand, c'est celui qui le trimballe du camion jusqu'à la scène. Donc les stagehands, c'est vraiment, je dirais, dans la hiérarchie, ce sont les manœuvres, si vous voulez, mais ce sont des métiers formidables. Sans ces gens-là, il n'y a pas de concert, hein. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc elle rend hommage à ce monde des techniciens, des road managers, parce qu'un road manager aussi, ça n'est pas un roadie. Un roadie s'occupe du matériel. Le road manager, c'est celui qui est tout près du groupe, qui reste avec eux. Et puis il y a les tour managers. C'est encore un cran au-dessus. Ceux qui ont loué les avions, les trucs, les machins, les hôtels, les réservés, tout ça. Donc c'est une organisation absolument incroyable. Et elle rend hommage à tous ces métiers dans un très beau livre ici qui s'appelle Les hommes de l'ombre, et j'en parlerai avec elle dimanche. Elle s'appelle Claire Allard. Je ne la connais pas vraiment, mais je connais très bien son mari par contre,
qui est l'ancien batteur des Gangsters d'Amour, ça doit vous dire quelque chose, Jean-Marc Pitance. Oui. Et Jean-Marc Pitance, donc son mari, s'est reconverti, et je pense que c'est comme ça qu'elle a eu l'occasion de suivre beaucoup d'artistes en coulisses. Il s'est reconverti dans l'éclairage. Et c'est devenu un brillant éclairagiste. Ça n'empêche pas de toujours jouer très très bien de la batterie, hein, il le fait toujours bien, mais c'est un brillant éclairagiste. Et donc on voit qu'elle a beaucoup de... Son regard est très tendre vis-à-vis de tous ces gens, ces hommes de l'ombre. Voilà, les hommes de l'ombre, c'est comme ça que s'appelle le livre. Et si vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe, voir des photos extraordinaires, le boulot insensé qu'il y a derrière tout ça, il faut regarder ça. Et enfin, je dirais que moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir à un moment donné, être dans un groupe qui a bien marché, où on a fait énormément de concerts. En tournée, c'est l'enfer pour ces gens-là. Parce qu'il n'est pas rare que le dernier morceau du matériel qui a servi au concert du soir soit mis dans le camion à 6 h du matin. Parce qu'il y a beaucoup de matériel. Il y a un ordre, on ne met pas tout comme ça. Ce sont des dizaines de semi-remorques parfois. Hein. Bon, les Stones, c'est des centaines, mais il peut y avoir jusqu'à 10 semi-remorques. On doit d'abord mettre ça, puis ça, puis ça. Et on met le matériel dans un ordre très précis, puisqu'il doit être mis dans l'ordre où, au début des camions, il faut le matériel pour le lendemain, qui doit servir d'abord. Donc, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est beaucoup de travail. Et malheureusement, je pense que j'évoquerai ça avec elle, c'est aussi à cause de ça que souvent, ces gens-là ont pris des drogues pour tenir le coup. Principalement la cocaïne, qui empêche de dormir. C'est un des premiers je dirais, vertus, pour autant qu'elle en est, de la cocaïne, c'est que quand on en prend, on dort moins. Et donc ces gars prennent ça pour tenir le coup. Alors il y en a qui gèrent très bien, il y en a malheureusement qui ne gèrent pas du tout. Et on sait très bien qu'il y a des techniciens comme des artistes qui partent en tournée. Ils sont censés revenir avec beaucoup d'argent, ils reviennent avec rien du tout, parce qu'ils ont tout claqué, ils ont fait la fête, et voilà. Le rock'n'roll est quelque chose de très très dur, et vous savez, il ne faut pas aller que dans le rock'n'roll. Hein. Vous avez un concert de Louane, la Forêt Nationale, le boulot il est le même. Hein. On ne peut pas dire qu'elle soit fort rock'n'roll, mais non, hein, Louane, voilà, mais le boulot est le même, la sono est le même, et je trouve que ce livre est extrêmement attachant pour ça. Voilà, Claire Allard, donc. Alors, j'ai aussi pris avec moi ceci, je vais vous le montrer. Ça s'appelle Inside Out. Et c'est un livre qui a été écrit par Nick Mason, qui est le batteur de Pink Floyd. Et c'est vraiment la Bible, parce qu'il a vraiment écrit toute l'histoire, toute la vraie histoire, qui est absolument colossale, passionnante. Et je l'ai pris aussi parce que vous savez sans doute, hein, j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir, que dans cette belle commune d'Amougy, il y a quand même eu un festival il y a 50 ans ici, qui au moment même peut-être est passé, non pas inaperçu, parce qu'il n'est pas passé inaperçu, mais c'est un peu comme Woodstock, hein, on s'est rendu compte après de l'importance que ça avait eu. Et j'ai eu la chance de tourner un film pour la RTBF qui relatait l'histoire de Pink Floyd en Belgique. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que ce groupe est venu jouer chez nous. Ils sont venus chez vous, ils sont venus à Amougy, on sait que Pink Floyd était ici, mais avant ça, ils ont joué 7 fois au Théâtre 140. À Bruxelles. Le Théâtre 140, c'est tout petit. Hein. Et le patron du 140, c'était Joe Dekmin, qui est à la base aussi de l'organisation du Festival d'Amougy. Alors je vous en parle juste un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai tourné ce film sur la venue de Pink Floyd en Belgique, et il en parle évidemment dans son livre, Nick Mason. Mais l'affiche, ce qui a été ici monté à Amougy est exceptionnel. Exceptionnel. Parce que, d'abord, c'est un festival qui n'était pas prévu ici, il était prévu à Paris, au Halles, il a été interdit. Puis ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont trouvé un autre endroit qui a été interdit aussi, c'est comme Woodstock, c'est vraiment ça. Et puis pour finir, on a trouvé ici à Amougy, juste derrière la frontière. Et les autorités d'Amougy ont bien voulu que le festival se fasse ici. Et alors, il y a ces images extraordinaires que je vous conseille d'aller voir, si vous voulez revoir ça, sur la Sonuma, qui est donc la société qui gère les archives de la RTBF. Et vous tapez Amougy sur le site de la Sonuma, et vous avez les témoignages. Notamment, il y a un témoignage du curé d'Amougy de l'époque, qui est exceptionnel, quoi. Avec sa cigarette, il est incroyable, quoi. Et alors, il y a aussi un autre témoignage, je ne sais pas s'il est toujours là, le monsieur, je ne pense pas, 50 ans après, mais c'était le boucher. Non, le boucher. Et alors, c'est amusant, parce que ce témoignage montre le boucher, qui est très rassurant. Sa femme, elle est complètement paniquée, elle a peur, et alors, elle dit, oui, mais quand même, tous ces jeunes, hein, et alors il lui dit,
Oui, mais t'inquiète pas, ils vont pas te manger, hein. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est vraiment un très beau document. Et puis alors, bon, ben, l'affiche est exceptionnelle. Hein. On va pas les rappeler tous, mais oui, 10 Years After, qui venait de jouer à Woodstock 6 semaines avant. Hein. Oui. Archie Shepp, Alexis Corner, Frank Zappa. Alors Frank Zappa, vous savez que Frank Zappa, il est là, ici à Amougy, il n'a pas joué. Il n'a pas joué parce qu'il n'a pas été engagé pour ça. Il est engagé comme présentateur du festival. C'est dingue, hein. Donc, il n'est pas prévu à l'affiche. Frank Zappa, c'est celui qui présentait les groupes sur scène. Et il a joué, mais c'est une jam, c'était un truc pas prévu, avec Pink Floyd. Et c'est devenu, évidemment, un morceau d'histoire choisi, rare. Quand on écoute, bon, c'est pas top, mais c'est un document. C'est Frank Zappa et Pink Floyd ensemble, ici à Amougy. Hein, je sais pas, par rapport à ici, on est à moins d'1 kilomètre. Hein. C'est par là. Oui, je ne viens pas tous les jours. Hein, donc la salle, c'est par là et le c'est par là. D'accord. Bien, ok. Comment ? Oui, mais il avait déjà du succès avant. Hein. Il avait déjà fondé les Mothers of Inventions. Et moi, je me suis demandé toujours, mais comment ça se fait que ce gars se retrouve ici, bon, ça c'est, mais surtout comme présentateur. C'est un peu comme si, je sais pas moi, aujourd'hui on engage un chanteur français connu, mais il chante pas, il vient présenter les autres. Bon, enfin bref, peu importe. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que tous les groupes qui vont être engagés là, pas tous, mais pour la plupart, sont des groupes en devenir, qu'on ne connaît pas. Et la plupart vont devenir immenses. Hein. Je pense à The Nice, qui vient ici, le premier groupe de Keith Emerson, qui va faire Emerson, Lake and Palmer plus tard. Yes, je pense, et là, Aaron Butterfly, enfin, c'est hallucinant comme affiche. Voilà. Et tout ça est relaté dans ce livre ici de Nick Mason, que je vous recommande. Hein. Si vous aimez Pink Floyd, tout le monde aime bien Pink Floyd en général. Hein. Voilà. C'est une bible. Ah si, vous pouvez. Hein. Bon. J'ai même rencontré des gens qui n'aimaient pas les Beatles, vous voyez, donc... Non, mais oui, mais voilà, on peut aimer les deux, hein, voilà. Et alors, dans ce livre aussi, ce qui est remarquable, c'est que il est allé chercher des anecdotes et des choses qu'on ignore sur Pink Floyd. Je vais pas tout vous raconter, mais vous parliez de Syd Barrett. Syd Barrett, lorsqu'il vient ici à Amougy, il n'est déjà plus dans le groupe. Il n'a pas fondé le groupe parce que Pink Floyd, ce qu'on ne sait pas, c'est que Pink Floyd existe depuis 1962 avec avec Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright. Ok. Et il y a des guitaristes, il y a des chanteuses. Enfin, il y a plein de gens qui vont passer, mais ces trois-là sont déjà ensemble. Et c'est des petits groupes, ils n'ont pas encore le nom Pink Floyd. Et c'est Syd Barrett, lorsqu'il rejoint le groupe en 1965, qui va trouver le nom Pink Floyd. Vous savez ce que ça veut dire, Pink Floyd ? Pas du tout. Pas du tout. Mais non, alors Pink n'a rien à voir avec Rose, et certainement pas Flamand Rose. Non. Oui, je pense que vous n'avez pas tout à fait raison, dirons-nous. Voilà. Alors Pink Floyd, en fait, c'est Syd Barrett, parce qu'avant ça, il s'appelait T7, 7-2-T, c'est un nom un peu ridicule. Donc il trouve le nom Pink Floyd parce qu'il est fan, comme tous les jeunes de cette génération, des jeunes des années 60, sont tous fans de blues. Il a deux idoles. Pink Anderson et Floyd Council. Ce sont les deux prénoms de ses bluesmen américains préférés. Donc, c'est Madame ici qui a gagné. Donc, c'est 1-0. Voilà. Mais vous allez pouvoir vous rattraper. Voilà. Ah, mais vous écoutez, vous êtes attentifs. Voilà, donc Pink Floyd, c'est de là que ça vient. Et comme j'aime bien dire parfois pour rigoler, si vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman et Mylène Farmer, vous appelez votre groupe Jean-Jacques Mylène. C'est moins sexy, j'en conviens, mais voilà. Et donc, il va fonder vraiment, il va donner le son au groupe, et surtout, ce qu'il va faire, c'est lui qui va être le patron. Mais malheureusement, il va s'exploser la tête, et tout ça est très très bien expliqué dans le livre, avec des doses massives de LSD qu'il ne va pas gérer. On peut peut-être rappeler qu'en 65, 66, 67, 68, le LSD est en vente libre. Hein. On a oublié ça, c'est comme la cocaïne. Elle a été en vente libre en Europe jusqu'en 1933. Quand on cherche un peu, c'est le premier qui a interdit le LSD, c'est le gouverneur de Californie de l'époque, en 1968, et ce monsieur s'appelait Ronald Reagan. Il fera autre chose après.
Mais à ce moment-là, il est gouverneur de Californie. C'est lui qui a interdit le premier, parce qu'on se rend bien compte que ça n'est pas gérable. Il y a même des professeurs qui vont rester célèbres. Timothy Leary, qu'on va appeler le pape du LSD, parce qu'il est professeur à l'université de San Francisco, à la Berkeley School, et il administre du LSD à ses élèves pour faire des expériences psychotropes. Ce sont des expériences qu'on fait. Le groupe de Jimi Hendrix ne s'appelle pas Jimi Hendrix Experience, expérience pour rien. C'est une époque où on ose tout, on ouvre toutes les portes. Et à propos des portes, les Doors s'appellent les portes, parce qu'ils ont lu le livre de Aldous Huxley, vous connaissez ça, qui s'appelle The Doors of Perception, les portes de la perception. Donc c'est une époque où quand on prend des drogues de manière raisonnable, et notamment du LSD, on peut aller plus loin et on peut créer des choses qui n'existent pas. Et je termine simplement sur ce point en disant ce que je dis toujours, surtout quand je parle à des plus jeunes, la drogue n'a jamais rendu un abruti intelligent, que les choses soient claires. Par contre, quand on s'appelle John Lennon, Jim Morrison ou Jimi Hendrix, ça peut aider à aller plus loin. Et à contrario, je vais prendre quelqu'un qui est tout à fait crédible dans ce qu'il a fait, malheureusement à 19 ans, c'est fini, c'est Rimbaud. Rimbaud, c'est exploser le cerveau en buvant de l'absinthe. Des doses d'absinthe incroyables, donc à 19 ans, c'était fini. Le chef-d'œuvre tous les chefs-d'œuvre de Rimbaud, ils les ont écrits avant l'âge de 19 ans, parce que son cerveau est parti dans l'absinthe. Syd Barrett, c'est la même chose, malheureusement. Il va prendre des doses tellement massives de LSD que fin 67, il n'est déjà plus gérable. Et pour répondre à votre question, monsieur, c'est en janvier 1968 que David Gilmour arrive dans le groupe, non pas pour le remplacer, mais pour l'épauler d'abord. Et David Gilmour, c'est son meilleur ami. Ils ont appris la guitare ensemble, c'est des copains d'école, ils sont partis sur les routes en Espagne, ils ont fait la Manche à Paris, c'est vraiment deux amis. Et Gilmour arrive, et on va se rendre compte très très vite que même en l'épaulant, il ne tient plus la route, Syd Barrett. Il est plus gérable, il vient plus au concert, il joue pas en studio, il monte sur scène, il joue de dos, Larsen pendant 20 minutes parce qu'il se rend plus compte où il est, c'est une catastrophe. Et donc, Gilmour va le remplacer définitivement. Et en janvier 68, les premières télévisions avec David Gilmour comme guitariste de Pink Floyd vont se faire chez nous en Belgique. Ce sera à l'Atomium. Voilà. Donc, en 69, ici, malheureusement, Syd Barrett n'est plus là. Et enfin, à propos de Syd Barrett, juste une anecdote. Peut-être que je raconterai ça tout à l'heure dans la conférence. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la conférence tout à l'heure. Bon, alors je raconterai autre chose. Voilà. Non, pas vous la faire deux fois. Mais, sauf s'il y a beaucoup de monde, je sais pas, je n'ai pas demandé. Mais Syd Barrett a tout de même inventé un truc incroyable. Bon, j'aime bien dire ça, ça fait rire tout le monde. Il a inventé un truc que même dans les soirées pain saucisse de l'amicale des pensionnés socialistes de Manage, mais ça marche avec ceux de Colfontaine ou d'Amougy. Mais il a inventé un truc incroyable. En fait, comme il prend beaucoup de LSD, vous savez, quand on prend de LSD, c'est le reflet d'une époque, 1967, c'est les couleurs qui se mélangent. Et donc, c'est toute la vague psychédélique, on voit les couleurs, tu sais, sur les camionnettes, la Rolls de Lennon, tout qui va comme ça. Quand on prend de l'acide, les couleurs se mélangent. Il n'y a pas que ça, mais c'est la première chose qu'on voit. Et les couleurs qui se mélangent. Et lui, ce qu'il veut, Syd Barrett, c'est que les gens ressentent ce que lui ressent quand il prend de l'acide. Évidemment, on ne va pas distribuer du LSD à l'entrée, parce que d'abord, ça coûte de l'argent, et puis ça ferait un peu mauvais genre. Alors, il va inventer ce truc tout bête qui s'appelle le light show. C'est lui le premier qui va avoir l'idée de mettre un spot rouge, un bleu, un vert, un jaune, un bleu, voilà, pour essayer de donner l'illusion aux gens qui puissent voir un peu ce que lui ressent. C'est lui aussi qui va inventer les projections avec de l'huile, vous voyez, lui avec son équipe technique. Et donc Pink Floyd va être remarquable à l'époque pour ça. Parce qu'il va gérer pendant un an. Puis, bon, une fois Syd Barrett sera évincé parce qu'il n'est plus gérable, mais c'est à lui qu'on doit ça. Avant ça, on voit les images des Beatles, par exemple, en 64, 65 même encore, ils jouent avec de la lumière blanche, comme au théâtre. Il y a plein de spots, mais ils sont blancs, il n'y a pas de couleur. Ou on joue avec la lumière allumée dans la salle aussi. Voilà. Voilà, c'est une autre époque, évidemment. Ça, on le doit à Syd Barrett. Et puis, évidemment, Syd Barrett a écrit le premier album de Pink Floyd, qui était un chef-d'œuvre, The Piper at the Gates of Dawn, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu et un sommet de la musique psychédélique de l'époque, avec l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc ce livre-là, Inside Out. Alors, peut-être encore un petit mot. Le grand frère d'Amouji. L'original, je dirais, même s'il n'y a eu absolument aucune copie ici. Mais Woodstock, on va beaucoup en entendre parler cette année, puisque vous savez que ça fait 50 ans que le festival a eu lieu.
Et ce festival, moi j'en parle toujours avec énormément de tendresse, comme si je parlais d'un vieil ami ou d'un vieil oncle, voilà. Parce que ce festival, vous savez, on dit toujours, quand on est jeune, et d'ailleurs quand on est moins jeune aussi, hein, voilà, peu importe, mais il y a des disques, des livres ou des films qui changent une vie. Qui changent une vie. Et ben moi je vous dis, ça a changé la mienne. Si j'avais pas vu ça, à l'âge de 15 ans, si j'avais pas vu ce film, si j'avais pas écouté le disque en boucle, le film, j'ai été le voir 5 fois quand il est sorti. Tous les jours, en sortant de l'école, j'allais voir le film. Il n'y avait plus de sous dans ma tirelire, j'ai encore dû casser les pieds à ma pauvre maman. Tu vas encore aller voir ce film? Ouais. Donc j'étais le voir au moins 5 fois quand il est sorti. Et ça a été une révélation parce que je me suis rendu compte, je ne sais pas pourquoi, que j'entrais en résonance avec une mentalité, avec une musique, avec des gens que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas où c'était Woodstock. Je savais que c'était en Amérique, mais vous savez, on m'aurait dit c'est en Californie, en Floride. Alors que Woodstock, c'est à 130 km de New York. Et donc, je suis entré vraiment en communion avec ça en me disant, ben voilà, moi, ma vie, ça va être ça. Alors, pas être un hippie à fumer des pétards dans la boue, hein, c'est pas ça l'idée. Mais j'ai su à ce moment-là que ma vie, ce serait de la musique, de la radio, du média, voilà. Et je me suis battu pour faire la carrière que j'ai fait, et je voulais faire de la musique et de la radio. Ben, j'ai eu la chance de d'abord faire de la musique, ça n'a pas trop mal fonctionné, et puis j'ai fait de la radio, ça s'est bien passé aussi, donc professionnellement je suis quelqu'un d'extrêmement heureux, et comme je vous l'ai dit en commençant tout à l'heure, j'ai la chance aussi, comment dirais-je, de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, alors que ma retraite est là, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur. Mais donc Woodstock, 50 ans cette année, c'était les 14, 15, 16 août 69. Et en fait, il n'y a eu pas 3 jours, il y en a eu 4. Il y en a eu 4. Parce que, je ferai toute une conférence l'année prochaine sur Woodstock, parce que c'est vraiment l'anniversaire, c'est le point d'orgue de l'année 69, c'était Woodstock. Hormis tout ce qu'il y avait d'érotique, de révolutionnaire, de changement, de très très grands changements sociétaux dans nos sociétés à nous. Il faut dire que Woodstock a duré 4 jours et c'est très touchant parce que vous savez, on ne verra plus jamais ça. Quelque chose comme Woodstock, je ne vais pas vous raconter tout le festival parce que là, on n'est pas sorti. Voilà. Et je dois être là-bas à 7 heures pour la balance. Mais sincèrement, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui qu'on mette 500 000 jeunes, 500 000, dans un endroit où ils ne peuvent pas partir parce qu'ils sont coincés? Toutes les routes qui mènent au lieu du festival sont bouchées. Les derniers arrivés doivent abandonner leur bagnole et marcher pendant 16 km pour arriver sur le site. 500 000 sur place et 250 000 qui ne sont jamais arrivés. Ils n'ont pas pu arriver. Une immense manifestation contre la guerre du Vietnam. Et ce qui est remarquable, imaginez bien ça, c'est qu'il n'y a pas eu une agression, pas un coup de pied, pas un coup de poing, rien. Alors qu'il y avait tout pour que ça dégénère. Parce que les organisateurs ont été complètement dépassés. C'était des gamins qui étaient absolument... ça, je ne peux pas le raconter maintenant, mais ils ont été pris par une espèce de... Ils ont été dépassés par les événements. Il n'y avait pas assez de toilettes, il n'y avait pas assez à manger. L'infrastructure était prévue pour 40 ou 50 000 personnes, et encore. Et encore. Et donc, ça a été quelque chose d'inouï. Eh bien... Cette génération-là, et c'est pour ça que Woodstock est important, et c'est pour ça que le film et le disque sont importants, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle, et on va vous en parler tout au long de l'année 69. Parce que c'est une génération, ceux qui étaient là, ils ont véritablement montré ce que c'était la fraternité, la solidarité, la non-violence, le peace and love, la paix, l'amour, tout ça, ça voulait dire quelque chose. Mettez 500 000 jeunes comme ça, aujourd'hui, n'importe où, c'est le carnage. Hein. Ça dure 10 minutes et c'est le bazar. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas pour ça qu'ils sont moins bien. C'est pas ça. Mais 50 années ont passé et les mentalités, enfin, tout a tellement changé par rapport à aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est une espèce d'immense manifestation contre la guerre du Vietnam, hein, Woodstock et tout ça est très très bien illustré. On en parle très bien dans le livre. Et ce que moi je trouve absolument fabuleux, au-delà de la musique qui a été formidable, au-delà de l'impact que ça a eu, c'est que ça a été véritablement pacifique, pacifiste à tous les points de vue.
Ça, pour moi, c'est la grande leçon de Woodstock. C'est une leçon d'amour, de paix, de partage, je vous l'ai dit, de fraternité. Alors pourquoi le festival a duré 4 jours? Ça, c'est pour l'anecdote rigolote. C'était tellement désorganisé. C'était tellement le bordel, si vous me permettez l'expression, parce qu'il avait plu. Il n'avait pas anticiper que les choses s'arrangent, enfin que les choses qui pleuvent à ce point-là, enfin, vous savez, l'eau qui tombait sur la Seine, ils avaient prévu des bâches au cas où il y avait une petite pluie, mais ce sont des trombes d'eau, donc ces bâches, à un moment donné, se sont remplies d'eau, puis elles ont débordé, donc elles tombaient sur la Seine. Il y avait des gens qui pensaient, ils voulaient plus jouer parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être électrocutés. Au second, il y a eu des heures et des heures où on voit d'ailleurs les hippies pour passer le temps, qui glissent dans la boue, qui font les cornichons, tout ça. Et en fait, si j'y viens, le festival s'est terminé le lundi matin à 11h, c'est parce que la tête d'affiche, par contrat, qui était Jimi Hendrix, devait monter sur scène le dernier. Et il y a eu tellement de désorganisation et de retard que Jimi Hendrix est monté sur scène le lundi matin à 9h30. Voilà. Et il a joué devant à peu près 50 000 personnes parce que pendant la nuit, les gens sont partis. Il fallait retourner à l'école, il fallait aller bosser. À un moment donné, tout ça s'est décanté. Mais des anecdotes sur Woodstock, je pourrais vous en donner 150 000. Mais pour moi, une des plus belles, vous savez, c'est la pochette de l'album. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. C'est un couple qu'on voit. Ils sont enlacés dans une couverture. La photo a été prise vers 7h30 du matin. Ils viennent de passer la nuit ensemble. Ils ont fait comme tous les autres. Ils ont pris des drogues et ils ont fait l'amour. À Woodstock, c'était l'amour libre. Hein. Ils y ont été, hein, et pas un peu. Hein, c'est la révolution sexuelle. Non, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et ils ont bien eu raison, à mon avis. Mais plus sérieusement, ce couple donc, qui s'est formé à Woodstock est enlacé d'une manière très tendre. Comme ça, lui, il la prend dans ses bras comme ça. Elle regarde vers l'objectif. Lui, on ne voit pas son visage. Et ça va devenir l'emblème du festival. Et l'emblème de la génération hippie. Eh bien, pour vous donner une petite idée, ce couple n'a jamais réclamé un cent alors qu'ils étaient sur la pochette. Vous faites ça aujourd'hui, ça dure 10 minutes, vous avez 14 avocats, droit à l'image, machin, quoi, bon, voilà. Or, non seulement ils n'ont jamais rien demandé, et ils n'ont su qu'après, parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient photographiés. C'est quand le disque est sorti qu'ils se sont dit, mais c'est nous. Ben, je vous dis ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Et ça, c'est vraiment pour moi un beau résumé de l'esprit de Woodstock. Non seulement ils sont restés ensemble, se sont mariés, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. C'est un vrai conte de fées. Ouais. Ah oui. À la fin, il y a des Kleenex pour ceux qui veulent. Mais alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'ils sont revenus chaque année, faire une photo au même endroit. Et donc, il y a 50 photos. Et effectivement, à un moment donné, les cheveux raccourcissent, et puis ils deviennent blancs, puis il n'y en a plus. Et puis voilà. Donc il y a 50 photos. Enfin, je crois qu'il en manque 2, parce qu'il y a eu 2 années, ils n'ont pas pu faire. Mais donc ce sont des héros, évidemment, là-bas. Hein. Et il y a des photos d'eux qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet, avec la tête qu'ils ont aujourd'hui, et leur histoire est fabuleuse. Mais c'est une très belle histoire. Et je termine peut-être encore juste par une petite anecdote sur Woodstock, pour vous faire rire un peu. Un truc incroyable, mais qui m'est arrivé il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, j'étais sur le site du festival pour le 40e anniversaire. C'était 40 ans de Woodstock. Donc Woodstock, ça s'est déroulé à Bethel, dans le comté de Sullivan County, dans l'État de New York. Ça a été déclaré zone sinistrée le lendemain du festival. Tellement il y a eu les plus grands embouteillages de l'histoire des États-Unis se sont déroulés là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Et j'ai rencontré là-bas un gars avec qui j'ai gardé des contacts. Il s'appelle Jack. Et il était au festival. Et il était comme moi. Il se trimballait dans la prairie. Voilà, parce que bon, tout est resté en l'état. Hein. Le site est classé, on ne fera jamais un parking, il n'y a pas des vaches, il n'y a rien du tout. On vous explique la scène était là, il y avait ça, il y avait ça. Et d'ailleurs, vous pouvez vous trimballer avec le disque en main. Vous mettez à l'endroit où il y a la scène, et les arbres sont toujours exactement au même endroit. Il n'y a rien qu'à bouger, c'est magnifique. Sauf que c'est un immense champ qui était à peu près vide. Je discute avec lui, on sympathise, et il me raconte cette anecdote hallucinante, mais il n'est pas tout à fait dans l'esprit de Woodstock, quoique. Au moment où il pleut très fort, ils s'amusent tous à faire les cons dans la boue. Filles, garçons, mais ce sont des dizaines de milliers de gars qui sont pleins de boue. Il a plu à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ?
Et l'organisateur, Michael Lang, un des organisateurs, parce qu'il y était 4, mais le principal, Michael Lang, il y avait un lac juste à côté. Et on le voit d'ailleurs sur les photos de Woodstock, il y a un lac. Et ce lac appartient à un couvent de bonnes sœurs, qui est à quelques kilomètres de là. Et qu'est-ce qu'il a fait, notre bon Michael Lang? Il allait trouver les bonnes sœurs au couvent. J'imagine qu'il a dû sonner en disant « Bonjour ma sœur, on fait une petite fête avec quelques amis. » Genre comme ça, il n'a pas dit « On est 500 000 et c'est le bordel. » Et il a demandé l'autorisation en disant « Écoutez, on est plein de boue, il y a des jeunes, on ne sait pas se laver, est-ce qu'ils peuvent aller dans le lac ?» Et évidemment, pouf, instantanément, on a vu 200 000 types tout nus, filles et garçons, dans le lac. Et on voit les photos sur la pochette de Woodstock. C'est des jeunes, hein, donc ils sont très beaux, ça célèbre aussi la beauté des corps, la jeunesse, tout ça. Ils sont tous à poil. Et mon ami Jack me raconte cette anecdote hallucinante. Lui, il est plus malin que les autres. Plutôt que de venir en voiture, il est arrivé en moto. Il connaissait le coin. Donc il arrive par des chemins détournés et il arrive sur le site du festival, puisque je vous rappelle qu'on ne pouvait plus arriver. La route c'était fini, quoi. Et il me raconte cette anecdote. Il dit, j'arrive avec ma moto et au moment où j'arrive, il y a 200 jeunes filles, plus belles les unes que les autres, qui sortent de l'eau, qui me font des grands signes comme ça. Elles sont toutes à poil. Et alors il me dit, and I said to myself, this day is gonna be a good day. Je ne peux pas l'inventer parce qu'il me l'a dit avec cet accent-là. Voilà. Et donc, ça, c'est une petite anecdote. Mais plus sérieusement, c'est un festival important parce que ça a d'abord été vraiment une célébration de tout l'esprit de ces années-là. C'était la plus grande manifestation contre la guerre du Vietnam, contre l'administration Nixon à ce moment-là. Il faut savoir que pendant les 3 jours, enfin 3 jours et demi, allez, que dure le festival, il y a plus de 300 soldats américains qui sont tués au Vietnam. Vous savez, le Vietnam, on a oublié ça, ça a été une boucherie. 66 000 jeunes Américains ont été pour rien. Parce que maintenant, on le sait, dès 1965, quand Lyndon Johnson envoie les premières troupes au Vietnam, il y a déjà des rapports qui disent « c'est pas possible, on peut pas gagner ». Mais ils vont s'enliser, ils vont envoyer, ils vont... Et en 1975, bon, ce sera la débâcle et ils vont perdre cette guerre. Donc c'est vraiment un terrible gâchis, mais ça va marquer l'Amérique, ça va vraiment donner du sens à tout ce combat. Et cette génération, vous savez, ces gens qui étaient à Woodstock, alors pas tous, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, pas tous, mais ce sont eux. Si aujourd'hui les gens du même sexe peuvent se marier, le combat il a commencé là. L'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Afro-Américains, qui n'en avaient quasiment pas, tout ça, c'est eux qui ont commencé. Voilà. Et moi, j'ai tendance à dire, mais c'est une interprétation personnelle, j'ai pas beaucoup étudié, je ne suis pas quelqu'un qui étudie, mais je suis passionné par tout ça. Je pense que ce mouvement hippie qui s'est propagé très très vite, les hippies sont déjà ici en 69, au mois d'octobre, donc 2 mois après. Donc les hippies n'ont pas attendu Woodstock pour exister. Les hippies, c'est né en 66 sur le campus de Berkeley, l'université de Berkeley en 66. Mais donc tout ça, cet esprit hippie, s'est très terriblement propagé. Et je dois dire que aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ça, malheureusement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça, c'est une petite déception. Et j'ai eu beau regarder, ça a été important au moment même. Les changements sociétaux ont eu lieu, mais malheureusement, c'est cette génération-là aussi qui, 20 ans après, fera la génération des yuppies à la bourse de New York. De hippies vont passer à yuppies. Et là, on va complètement changer tout. Ils ont 40, 45 ans. C'est me, myself and I, le pognon, la bourse, le truc, voilà. Comme quoi, et je pense que... Voilà, je ne fais pas de la philosophie de comptoir en disant ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut terminer par là si ça va pour vous, oui. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à l'émergence de quelque chose de similaire, qui va peut-être faire pchit, je n'en sais rien. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tout ce mouvement hippie, peace and love, révolutionnaire, la contre-culture, les changements sociétaux que ça va engendrer, ont une bande-son, c'est le rock'n'roll. Le rock va fédérer tout ça. Le rock va s'emparer de tout ça. Aujourd'hui, moi je constate, je ne vous aurais pas dit ça il y a 6 mois, on verra ce que ça va faire. Il pourrait y avoir l'émergence de ce genre de choses en Europe avec les étudiants qui manifestent contre le climat. Ils se sont trouvés quelque chose de commun. Peu importe les origines sociales, politiques, gauche, droite, machin, riche, pauvre, grand, bleu, jaune, noir, on s'en fout. C'est le climat. Ils avaient, cette génération-là, ils avaient la guerre du Vietnam, ils avaient le refus de la société de consommation de leurs parents.
Aujourd'hui, il n'y a pas encore de bande-son, on verra ce que ça donne, mais je trouve que c'est terriblement encourageant, moi, d'avoir des jeunes qui se remobilisent. Alors maintenant, soit ils se mobilisent vraiment, on verra ça à l'autopsie, soit ils sont contents de brosser le jeudi. Hein. On va voir. Il y a peut-être un peu des deux. Mais moi, je pense que là, on assiste peut-être, et ça part d'Europe, pour une fois, à quelque chose de nouveau, parce qu'ils vont devoir s'occuper de tout ça, hein, tous ces trucs, ça va être leur vie, mais bon, voilà. Ben, merci de m'avoir écouté. Hein. Voilà.